Plus de 100 manifestants ont forcé les portes du siège du gouvernement vendredi à Hong Kong. Ils protestent contre la décision de Pékin de limiter la portée du suffrage universel. Réunis pour dire halte à la barbarie, les musulmans de la France ont rendu hommage à la mémoire d'Hervé Gourdel ce vendredi dans une ambiance d'unité nationale. C'est la période de la Fashion Week de Paris. Visite dans les murs de la marque Guy Laroche avec pour guide le directeur artistique pour qui il ne s'agit pas de faire de la mode mais de créer un style. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Démarrons ce journal par une information en bref. Plus de 100 manifestants ont forcé les portes du siège du gouvernement de Hong Kong vendredi soir. C'était lors d'un rassemblement d'étudiants contre la décision de Pékin de limiter la portée du suffrage universel. 6 personnes âgées de 16 à 29 ans ont été arrêtées pendant ces incidents au cours desquels un policier a été agressé. Des images de télévision ont montré l'arrestation du leader estudiantin Joshua Wong et la police a fait usage de gaz au poivre pour tenter de disperser les manifestants qui se protégeaient avec des parapluies, des masques chirurgicaux et des lunettes de motocyclistes. Quelques 150 manifestants sont parvenus à pénétrer dans le complexe gouvernemental, plusieurs d'entre eux en escaladant la clôture du complexe tandis que d'autres criaient « Ouvrez les portes » selon des témoins sur place. Environ 50 manifestants se trouvaient encore dans le complexe gouvernemental ce samedi matin, encerclés par la police anti-émeute. Un autre élément dans cette édition, direction la France, où la mémoire d'Hervé Gourdel, otage français assassiné par des djihadistes, a été saluée hier vendredi dans une ambiance d'unité nationale. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mosquée de Paris pour condamner son exécution. Ceci fait suite à l'appel du président du Conseil français du culte musulman. Suivons ici quelques extraits de déclarations faites à cette circonstance. Tous et toutes ensemble témoigner ici de notre volonté de rejet de ces exactions ignobles, criminelles et dire tout haut et fort que ces ignobles comportements ne représentant rien, mais ne représentant rien d'islam, et en aucune façon ni l'islam de France, ni les musulmans de France. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que ce que nous portons ensemble est beaucoup plus fort que cette haine de l'autre qu'on essaye de nous influer, que cette peur qu'on essaye de distiller. Nous ne céderons pas à cette peur parce que nous sommes ici debout ensemble. Je suis venu tout simplement parce que j'ai des amis musulmans et que j'en ai un peu assez de les voir chaque fois qu'il y a un attentat, mettre la tête entre les épaules, comme si c'était eux qui étaient responsables. J'ai envie de leur dire, attendez, on n'est pas plus ou pas moins responsables les uns que les autres, et il faut vous redresser. Il n'y a pas ici ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas ici la gauche ou la droite. Il y a ici des citoyens français qui veulent aujourd'hui réaffirmer leur combat. Pour la paix, pour la tolérance, pour la liberté, pour le respect de chacun. Faisons un tour sur le continent africain à présent. Le Sénégal a commémoré hier dans la sobriété le 12e anniversaire du naufrage du Jula. 12 années après ce naufrage, les responsabilités ne sont toujours pas situées et les interrogations demeurent toujours au sujet des circonstances du naufrage de ce navire qui a fait plus de victimes que le Titanic. Mais que s'est-il réellement passé ce 26 septembre 2002 au large des côtes sénégalaises? Retour ici sur les faits. Le Joola, qui assurait la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor via l'île de Carabane, était un cordon ombilical entre la région sud de Casamance et le reste du Sénégal. Depuis sa mise en service en décembre 1990, la grande majorité de ses usagers étaient des commerçants qui écoulaient leurs marchandises au marché Elisabeth Diouf du port de la capitale de Dakar et dans tout le Sénégal. Immobilisé le 13 septembre 2001 pour la réparation d'avaries mécaniques, le Joola avait repris la liaison Dakar-Ziguinchor
Ziguinchor le 10 septembre 2002. Ce jeudi 26 septembre 2002, jour du naufrage, le Joola avait quitté le port de Ziguinchor à 13h30. Après 3 heures de descente du fleuve Casamance, le bateau a fait escale à Carabane. Le bateau s'inclinait fortement à tribord, mais à chaque escale à Carabane, le Joola était bondé de passagers. Alors que le Joola était prévu pour transporter 580 personnes, à 18 heures après l'escale de Carabane, il y avait officiellement, suivant la vente des billets, 1046 personnes à bord. Beaucoup de passagers étaient montés sans billets, de même que de nombreux enfants de moins de 5 ans pour qui aucun titre de transport n'avait été délivré. Un peu avant 23 heures, le Joola naviguait à 40 km des côtes de la Gambie, à environ 170 km au sud de Dakar, dans une mer houleuse avec des coups de vent et sous une forte pluie. Selon les rescapés, tout s'est très vite passé. Pour s'abriter du vent et de la pluie, beaucoup de passagers se sont précipités en masse du côté bâbord, ce qui a brusquement accentué le déséquilibre du navire. Tout le monde a glissé vers le même côté en tombant les uns sur les autres, l'inclinaison du bateau étant trop forte. Le Joola a chaviré brutalement en moins de 5 minutes. Dans l'obscurité, seulement quelques passagers ont pu s'extraire du bateau. Un seul radeau de sauvetage a pu être ouvert, recueillant 25 rescapés. 22 autres passagers ont pu grimper sur la coque du Joola retourné. Ils ont attendu toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin avant d'être secourus par des pêcheurs en pirogue. Faire la politique, la bonne et la vraie, c'est le rêve de Bienvenu Matumo, l'un des 60 étudiants de la première promotion de la toute nouvelle École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. Reportage. Bienvenu Matumo est fier d'avoir réussi le concours d'entrée de l'ENA RDC, la nouvelle École nationale d'administration congolaise. À 25 ans, la vie de ce diplômé en agronomie qui militait jusque-là dans un mouvement d'indignés à Goma va radicalement changer. L'école nationale d'administration, c'est une école d'application. Nous ne sommes pas dans les théories académiques, mais nous sommes plus dans le cas pratique. Donc nous essayons de comprendre avec les formateurs, qui sont pour la plupart des fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qui se passe comme problème dans l'administration congolaise et quels sont les défis qui nous attendent après notre formation. La RDC est l'un des pays les moins développés au monde et surtout l'un des plus corrompus. Pour aider au décollage économique, le gouvernement voudrait une fonction publique plus efficace. Mais les défis sont énormes. Avec le soutien de la France et de la Banque africaine de développement, les autorités ont créé une nouvelle école sur le modèle de l'ENA française. Sa mission, former les futurs hauts fonctionnaires congolais. L'ENA est une stratégie d'amélioration, de renforcement de l'administration congolaise et le ministre de la fonction publique met l'accent sur la continuité et sur cette percée de l'administration à travers l'ENA. Les cours à l'ENA ont commencé en juillet. Très vite, Bienvenu est envoyé en stage. Il est affecté dans un bureau d'études rattaché au ministère des Finances. Cette première expérience au cœur de l'administration est un gros choc pour ces jeunes qui touchent une bourse mensuelle de $600 américains, supérieure au traitement de la grande majorité des fonctionnaires. J'ai trouvé une fonction publique qui n'est pas équipée. Ça m'a beaucoup tiqué le cœur. Deuxième des choses, j'ai trouvé un personnel qui n'est pas motivé. À tel point que vous ne sentez pas vraiment l'engagement des personnels pour la fonction publique. Mais Bienvenu n'est pas découragé. Plus tard, il voudrait faire de la politique. Il est même prêt à le faire au Nord Kivu, sa province natale, une région déchirée par les conflits armés depuis 20 ans, et où tout reste à faire pour des jeunes comme lui. L'autorité de l'État y est encore quasi inexistante. Toujours en Afrique, les prix du cacao ont continué leur très forte hausse cette semaine. C'est en raison des inquiétudes sur une éventuelle contagion des principales zones productrices par l'épidémie d'Ebola. Inquiétude née du fait que la Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'offre mondiale de cacao, partage une frontière avec le Libéria et la Guinée, deux des pays les plus touchés par le virus Ebola. 10% en 2 semaines. Les prix du cacao ne cessent de grimper ces derniers jours, malgré le fait que l'offre soit plus élevée que prévu. Jeudi à Londres, ces prix ont atteint le plus haut niveau depuis mi-mars 2011. Ce même jour, à New York, la tonne de cacao a valu $3 atteignant ainsi son maximum depuis fin avril 2011. À l'origine de cette situation, le risque que le virus Ebola atteigne la Côte d'Ivoire, le plus grand producteur mondial et
et entravent la production. La Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'offre mondiale de cacao, partage en effet une frontière avec le Libéria et la Guinée, deux des pays les plus touchés par l'épidémie. Des pays qui fournissent habituellement la main-d'œuvre à la Côte d'Ivoire au mois d'octobre, où commence la récolte du cacao. Toute apparition du virus dans ce pays, qui, avec le Ghana, représente 60% de l'offre mondiale de cacao, entraînerait à coup sûr une augmentation spectaculaire des prix qui pourrait même doubler au dire des spécialistes. Les tarifs actuels intégrant déjà une prime de risque, il est à souhaiter que soit évitée toute perturbation dans le transport et tout manque de main-d'œuvre dans les deux plus grands pays producteurs mondiaux de cacao pour garantir une certaine stabilité des prix à la prochaine récolte. Page sport de cette édition, les meilleurs surfeurs mondiaux ont rendez-vous sur les plages de l'Inde jusqu'au 6 octobre pour le Quicksilver Pro France, 9e manche du championnat du monde masculin. Parmi eux, le Tahitien Michel Bourez qui pourrait devenir le premier Français à finir la saison dans le top 5 mondial. Les images. C'est l'homme en forme du moment. Le Tahitien Michel Bourez l'a encore prouvé en remportant sa série dès le premier tour du Quicksilver Pro France qui a lieu en ce moment à Osgore. Grâce à son surf tout en puissance, Michel est aujourd'hui 5e au classement mondial. Et à 3 épreuves de la fin, il peut encore caresser le rêve de devenir champion du monde de surf cette saison. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il en rêve vraiment ? Sans te mentir, non, j'ai jamais rêvé être champion du monde. J'ai rêvé toute ma vie de pouvoir surfer avec les meilleurs mondiaux. Mais de là pouvoir côtoyer la première place là, en fin de saison, c'est quand même exceptionnel pour moi, quoi. Mais voilà, je reste tranquille, je reste serein, j'essaie de me dire que chaque chose en son temps, quoi. Si c'est pas cette année, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine ou l'année d'après. De la patience, il en a. Il lui a fallu 6 ans pour remporter sa première victoire sur le circuit mondial. C'était en Australie, en avril, un exploit qu'il réédite en mai à Rio. À 28 ans, Michel Bourez explose enfin, ce qui n'étonne en rien Jérémy Flores, l'autre Français, membre de l'élite mondiale. C'est seulement cette année que les gens ont vraiment vu de ce qu'il valait, mais moi je le savais depuis déjà longtemps. Et je pense qu'il ouais, peut faire mal. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un environnement très familial et c'est ce qui fait sa force. Sa famille et son île, Tahiti. 2 attaches qui permettent de garder les pieds sur terre quand on participe à une compétition au rythme fou. C'est pas facile, hein. C'est vrai, il faut avouer, parce qu'on voyage tout le temps, on voit tout le temps des différentes personnes, mais personnellement, à chaque fois que je rentre chez moi, c'est là que je recharge mes batteries et je vois ma femme, mon fils, mes amis. Et c'est là que en fait, je redeviens celui que je suis, quoi. Celui qu'il est, et peut-être celui qu'il deviendra un jour. La France attend toujours son premier champion du monde de surf. La célèbre Fashion Week de Paris a commencé. Nous vous amenons à faire une visite dans les coulisses de la maison Guy Laroche à la veille du défilé. Marcel Marondjou, directeur artistique de la marque, dévoile quelques-unes des pièces du podium et parle de sa vision qu'il a de la marque. Pour lui, il ne s'agit pas de faire de la mode, mais de créer un style. Suivant. C'est une façade historique près de l'avenue Montaigne à Paris. Une maison prestigieuse fondée en 1957 et qui a contribué aux grandes heures de la mode française. Guy Laroche, une marque quelque temps endormie, se relance dans l'arène depuis 7 ans grâce à son directeur artistique Marcel Marondjou. À quelques jours du défilé, il évoque les inspirations très personnelles de sa prochaine collection. Le point de départ de tout ça, en fait, c'est une photo de ma mère, croyez-le ou non. Ma mère avait un sens du style très intéressant. Elle mélangeait de façon très libre. C'était une intellectuelle très indépendante. Elle jouait avec tout. Elle était très loin d'être une fashion victime. Éviter la tendance et affirmer un style, c'est ce que cherche à faire la marque. Si Guy Laroche tend à attirer une clientèle plus jeune par l'innovation, de nombreuses acheteuses restent aujourd'hui attachées aux traditions de la maison. Je n'aime pas la mode jetable, la mode trop rapide. Le travail que je mène pour Guy Laroche, ce n'est pas tellement une question de mode, il s'agit plutôt de style. Nous créons notre propre style. Les vêtements de Guy Laroche dépassent la tendance d'une saison. Des vestes de costumes à boutons dorés, des tissus riches et colorés, mais aussi des fermetures éclairs larges et apparentes. Sans vouloir insister sur les pièces du défilé, Marcel préfère évoquer l'esprit général de la marque.
J'ai beaucoup cherché du côté de la femme forte, très indépendante, avec beaucoup d'allure. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme libre. Alors que l'atelier Guy Laroche tourne à plein régime pour terminer les dernières pièces, la même effervescence gagne tout Paris pendant la semaine de la mode. En quelques jours, ce sont plus de 90 défilés qui sont prévus dans la capitale. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et restez toujours fidèles à Sika TV.